Le Rebouteux d'Octave Mirbeau. À 3 kilomètres de la ville, en un petit hameau qu'on appelle les Mélinettes, habitait un célèbre rebouteux, Jacques-Éloi Latorne, du nom de son père, Désiré Patrie Marie Latorne, lequel avait été de son vivant un maréchal réputé pour son adresse à ferrer les chevaux et à couper la queue des poulains. De l'aveu de tous les paysans qui s'y connaissaient, pardi, aussi bien que les bourgeois et les notaires, Jacques-Éloi Latorne était un homme très savant, et plus habile en son art qu'aucun des chirurgiens du pays. Non qu'il eût fait d'inutiles et brillantes études, en quelque lointain collège, ou dans une université quelconque, comme tant d'autres qui n'en sont pas moins demeurés des imbéciles ou des ivrognes. Latorne ignorait le latin, le grec et aussi le français. Tout au plus, étant gamin, avait-il à l'école communale des Mélinettes appris à lire, à écrire, à compter, de quoi d'ailleurs il ne lui était resté que d'imparfaits et vagues souvenirs. Mais sa science était tout autre et meilleure, et encore ne la devait-il qu'à lui-même, ce qui est l'indice d'une peu ordinaire intelligence et d'un vrai tempérament. Lorsqu'il travaillait avec son père, c'est-à-dire lorsque le tablier de cuir au rein et la figure noire du charbon de la forge, il maintenait entre ses deux mains déjà robustes le sabot fumant des chevaux, il s'amusait à étudier les bêtes. Si le père Latorne faisait rougir les fers à la forge, ou s'il les façonnait sur l'enclume, avec son marteau alerte et chantant, lui, le gamin, tournait autour des bêtes, les tâtait partout, se rendait compte du jeu de leurs muscles et de leurs articulations, de la position des os et de leur fonctionnement. Le dimanche, à la promenade, il agissait de même avec les vaches, les moutons, et généralement tous les animaux qu'il rencontrait, paissant les berges des chemins. On s'étonnait bien parfois de ces pratiques, où les autres enfants n'avaient pas coutume, et on lui demandait « Quoi que tu fais après ma vache ?» Et le petit Éloi répondait très grave « Je prends de l'instruction !» De là, par une opération de l'esprit, qui s'appelle la comparaison, à étudier le corps des hommes, il n'y avait pas loin. Et dans ses moments de loisir, Éloi s'absorbait dans des recherches anatomiques, sur les autres et sur lui-même. Il étudia même les filles, au grand scandale de celles qui craignaient de le voir chercher autre chose que le secret des genoux et des fémurs. « C'est-y point des bêtes, ni plus ni moins ?» disait-il en se défendant de toute intention malséante. Au bout de quelques années de ces études intermittentes et spéciales, Jacques-Éloi Latorne acquit la conviction que les vétérinaires et les médecins, avec leurs drogues et leurs phrases que personne ne comprenait, n'étaient que des ânes battés, des faiseurs exploitant le pauvre monde. Et il s'établit rebouteux. Il conquit très vite une certaine réputation, qui devait aller grandissant de jour en jour. C'était du reste un bon garçon, qui n'épargnait pas sa peine et ne réclamait rien aux pauvres gens qu'il guérissait gratis. Car il guérissait. Il n'y avait pas à dire le contraire.
malgré les médecins qui parlaient de lui en haussant les épaules, et qui n'en laissaient pas moins mourir leurs malades, non toutefois sans avoir au préalable vidé leur bourse. Il guérissait bêtes et gens indifféremment. On cita de lui des cures merveilleuses, qui lui valurent du respect et le titre de monsieur. Monsieur Éloi Latorne acheta d'abord un cheval, car son métier et son renom exigeaient de longues courses et de lointains déplacements. Puis, le cheval ne suffisant plus, il en acheta un second, puis une carriole, et finalement un tilbury, ainsi que les vrais médecins de la ville, lesquels commencèrent de s'indigner pour de bon. On le voyait dans la campagne, la tête coiffée d'une casquette plate, le dos chaudement couvert d'une peau de loup, conduire son tape-cul avec bonhomie, s'arrêter dans les fermes, dans les villages, où il était rare qu'il n'y eût pas une jambe à remettre, un éparvin à soigner. Et c'était tout le long de la route des salutations et des bonjours empressés. « Qu'un, c'est-y vous, monsieur Latorne? Boujou, monsieur Latorne? Boujou, mon gars, boujou! Eh ben, et ta vache? Vous êtes ben honnête, monsieur Latorne? Va tout à fait bas. Et le bras au pé poivré? Il n'y paraît quasiment pas. À ce matin, il gaulait ses poumes avec, et ferme corps. » Les affaires marchaient au mieux. La clientèle s'augmentait. On venait le consulter de très loin, pour toutes sortes de maladies. Mais il était scrupuleux et modeste. Quand on l'envoyait quérir pour une fluxion de poitrine, une fièvre typhoïde, il refusait, disant: « Mon gars, les jambes, les bras, les factures et les luscations, tant qu'on voudra. Mais pour ce qui est de l'intérieur du dedans, je connais son point, ces mécaniques-là. Vacry, les empiriques de la ville. » Il appelait ainsi les médecins, avec un dédain bon enfant et sans aigreur. Un jour, Jacques-Éloi Latorne guérit un riche fermier que les médecins, après l'avoir inutilement torturé pendant une semaine, avaient condamné. Il s'agissait d'une fracture grave de la jambe. Le rebouteux, après une inspection rapide, n'hésita pas. Il enveloppa de linges et de flanelle la jambe malade, horriblement gonflée, assujettit solidement, autour de ce bandage, une corde de puits, attela sur la corde 6 vigoureux gaillards, qui au commandement de « Et hisse !» tirèrent sur la corde de toute leur force, au risque d'écarteler le patient, ou tout au moins de lui rompre la jambe définitivement. Chose invraisemblable, il arriva que la jambe ne se rompit pas, et que les os reprirent leur position naturelle. Cette cure eut un retentissement prodigieux dans tout le département. Les journaux la célébrèrent, et le nom de Latorne connut la gloire. Hélas, cette gloire devait lui être fatale. Furieux, les médecins se liguèrent contre l'imprudent qui se permettait de ramasser leurs blessés. Ils le dénoncèrent au parquet, et le pauvre Latorne, surpris en flagrant délit de guérison illégale, fut condamné à 200 francs d'amende. « Ils sont jaloux, les empiriques !» se dit-il, en manière de consolation. Et il retourna à ses bras,
assez jambes, assez bête, ayant une plus haute idée de ses talents. Dès lors, ce fut une guerre acharnée contre le rebouteux, qui, se voyant traqué de toutes parts, accablé par les condamnations, menacé de la prison, aima mieux renoncer à son métier. Bravement, il abandonna sa casquette plate, sa peau de loup, son tilbury, ses chevaux, et se mit à cultiver un petit lopin de terre, acquis sur ses économies. Mais Jacques-Éloi Latorne était triste. Il dépérissait à vue d'œil. Au bout d'1 an, il avait maigri de 40 livres. Un matin qu'il binait son champ, l'ancien rebouteux vit venir à lui un monsieur très élégant, lequel, se découvrant avec politesse, demanda: « Monsieur Latorne, s'il vous plaît. » Du coin de l'œil, avec méfiance, Latorne regarda le monsieur, écrasa sous son sabot une motte de terre, piqua sa bêche dans le sillon. « Monsieur Latorne, que vous demandez ?» interrogea-t-il. « C'est ben monsieur Latorne ?»« Oui, lui-même. Qu'est-ce que vous lui v'lez ?»« Je voudrais lui parler pour un cas urgent. »« Eh ben, c'est mais qu'elle a tornena. » Le monsieur vivement débite. « Ah, monsieur Latorne, je vous en prie, venez vite avec moi à la préfecture. J'ai une voiture là tout près sur la route. Voici, c'est affreux. Le préfet s'est cassé la jambe il y a 15 jours, et les médecins n'ont pas pu la lui remettre. Aujourd'hui, ce matin même, ils ont eu une consultation très longue. Ils étaient 6, et ils ont décidé qu'il n'y avait qu'un moyen de sauver le préfet, c'était de lui couper la jambe. Monsieur Latorne, couper la jambe du préfet, c'est abominable. Cela ne se peut pas. Une femme, des enfants dans les larmes, et le ministre qui est le beau-frère du préfet. Alors nous avons pensé à vous. Vous avez une grande réputation. Vous avez fait des cures inouïes. Il faut que vous veniez, que vous voyiez. Peut-être trouverez-vous un moyen. Oh, monsieur Latorne, nous avons confiance en vous. Venez vite, je vous en prie. Le préfet, pensez donc. Et quelle gloire pour vous. 500 francs, est-ce assez? Non? Eh bien, 1000 francs. Le monsieur se tut. Le paysan le considérait d'un œil bridé par la malice, en ricanant. Eh bien, monsieur Latorne. Causez, causez, mon beau monsieur, grinça le rebouteux. Causez toujours, je vous écoute. Mais enfin, monsieur Latorne, venez-vous. Latorne posa un doigt sur son œil gauche. Tenez, regardez mon œil, pour voir si je viens, sacré farceur. Le monsieur était ahuri. Comment, que signifie? S'écria-t-il. Monsieur Latorne, voyons, monsieur Latorne. Lentement, le rebouteux balança la tête et se croisa les bras. Je vous connais ben, allez. Vous venez de la part des empiriques pour me faire de la misère, pour me faire couper le cou, peut-être, ben. Ouais. Mais vous ne m'attraperez point, né avec toutes vos frimes. Non, vous ne m'attraperez point, ni les empiriques qui tout. Je vous connais. C'est-y point vous qui m'avez déjà condamné seulement.
Mais, monsieur Latorne, vous vous trompez, suppliait le monsieur. Je vous jure, le préfet, une famille en larmes, une jambe coupée. La voiture est là, je vous en prie. Vous êtes ben faux, c'est possible. Mais je suis corps moins bête que vous. Je vous dis que vous m'attraperez point, conclut Latorne, qui tourna le dos au monsieur, et se mit à bêcher la terre, flegmatiquement. Le monsieur s'éloigna, comprenant qu'il serait impossible de convaincre l'entêté bonhomme. Celui-ci le regarda marcher dans les cultures, et quand il eut disparu derrière une haie qui dévalait vers la route, Latorne cria. « Et malin va, gros malin !» Puis il croisa les bras sur la bêche, en souriant.